vois-tu le monde d'aujourd'hui ? Est-ce que tu trouves qu'il a beaucoup changé depuis que tu es petit ou petite ? Le monde d'aujourd'hui, un monde qui va super vite. Et ça, justement, en tant qu'historien, on apprend justement à voir avec un peu de recul et à se dire, est-ce que notre période est vraiment exceptionnelle ? Il y a un cliché assez classique qui consisterait à opposer le maintenant et l'avant. Tout le monde a l'impression dans toutes les périodes, en fait, a eu l'impression de vivre une période révolutionnaire. Là, il y a quand même quelque chose qui est à peu près certain, c'est que on vit des temps extrêmement courts, où finalement une innovation chasse l'autre à une vitesse qui est quand même dingue. Enfin, pour quelqu'un qui a connu le monde, on va dire avant Internet, pour dire les choses clairement, c'est de voir effectivement l'hyperconnexion, la vitesse, donc l'ampleur des changements et la vitesse à laquelle ces changements interviennent, quoi. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, de voir pour la première fois, je devais avoir, je pense, 4-5 ans, première télé couleur qui arrivait. De voir, en disant ça, j'ai l'impression d'être un animal préhistorique. Mais c'est-à-dire que, moi, j'ai connu la télé noir et blanc à 3 couleurs, avec 3 chaînes, quoi. 3 chaînes, une 4e, une 5e, une 6e, et puis, il y a le câble qui arrive maintenant, puis voilà, je pense que j'ai jamais fait ne serait-ce que la totalité des chaînes que j'avais, quoi. C'est une chance et une contrainte à la fois, puisque une chance, on a quand même la possibilité d'avoir un accès à la connaissance qui est complètement dingue. Juste un truc tout con, moi j'ai fait mes études, j'étais ce qu'on appelle la maîtrise, ce qui est en gros l'équivalent du master 1. Plus tard, après j'ai passé le concours, je suis devenu enseignant, etc. Pile 20 ans après, avec le même prof, j'ai fait du coup un master 2 sur un sujet assez proche. Donc finalement, j'ai pu comparer à 20 ans de distance comment on fait de la recherche dans un même domaine en histoire grecque. Sauf qu'entre-temps, il y avait Internet. En 96, moi je me tapais, c'était des grimoires, c'était des vieux bouquins sur lesquels il y avait toutes les inscriptions. Je travaillais sur Delphes en fait, donc les inscriptions de Delphes, c'était des livres qui dataient des fouilles de Delphes, donc de fin 19e. C'était fouillé par les Français, donc en fait la documentation du coup est en français. Et donc, il y a beaucoup de recherches françaises sur Delphes. Et du coup, je me tapais c'était vraiment des vieux livres qui tombent limite en poussière, à me taper les index pour trouver ça. Et en fait, tout ce travail-là, qui était fastidieux, en 3 clics, maintenant, parce que tout ça, c'était numérisé. En 2016, le même boulot, ça me prend 10 minutes. J'ai juste à taper mon mot-clé, pouf, j'ai toutes les inscriptions. C'était complètement dingue. Et donc, c'est quand même une chance phénoménale. Ce qui prenait avant un temps ahurissant, désormais, ça nous a débarrassé de plein de tâches qui étaient des tâches pénibles. Et maintenant, si on prend l'IA, pour l'instant, à part 2-3 trucs sur ChatGPT, j'ai pas fait grand-chose sur l'IA, mais je vois bien que finalement, quand on dit que ça menace un certain nombre d'emplois, mais en fait, c'est les tâches les plus chiantes, pour l'instant, qui sont... Alors effectivement, il se trouve qu'il y en a qui occupent ces tâches les plus chiantes, mais pour l'instant, dans plein de métiers, au final, c'est quand même des tâches assez barbantes, quoi, qui nous sont enlevées. Et puis en même temps, hyperconnexion, oui, ça peut être vu comme une menace parce que oui, ça va vite. Quand je vois par exemple, c'est vrai que moi ces technologies, j'ai toujours l'impression d'avoir quand même un tout petit train de retard. Pour l'instant, je suis pas largué. Ouais. C'est-à-dire, mais je vais m'y mettre quand même un poil après les autres, quoi. C'est normal, c'est pas quelque chose vers lequel je vais spontanément, quoi. Quand je bosse avec mes élèves sur des travaux de groupe, je vois bien qu'ils arrivent à faire des trucs à une vitesse et je suis quand même bien incapable pour l'instant, j'arrive encore à peu près à voir s'il y a un travail véritable, mais je garantis pas que ce soit le cas pendant très longtemps. Mais moi, sur la circulation de l'information à très très grande vitesse, donc c'est quand même globalement une chance. Bon, il y a toujours eu par ailleurs des rumeurs, mais enfin là maintenant, rumeurs fake news, ça circule à une vitesse. Ça n'a pas été créé par Internet. Par contre, la vitesse de circulation, l'ampleur est quand même vachement plus importante. Concernant le retour de la guerre, là, donc très clairement, par exemple, pour la fin de la guerre froide, j'avais 15 ans. Voilà, je suis né Berlin, j'avais pile 15 ans. Ça veut dire que quand j'étais gamin, moi j'avais grandi et intégré cette menace. On avait ce sentiment d'être, même si on va dire quand même les années 80, c'était pas le moment le plus tendu, loin de là, mais on avait ce sentiment d'être quand même un peu près du gouffre. Totalement intégré l'idée que qu'il pouvait y avoir un enchaînement qui pouvait nous amener vers ça. Et puis après,
on a enchaîné sur une période, pour l'historien est une exception, c'est une période de paix, enfin en Europe, de 30 ans, ce qui est exceptionnel, avec des dépenses militaires qui ont baissé partout, et finalement la guerre c'était devenu une perspective très lointaine, presque irréelle. Et moi j'ai le souvenir, un souvenir très marquant, c'était juste après le début de la guerre en Ukraine, et puis il y a les déclarations de Poutine où il commence à parler d'armes nucléaires, d'anéantir l'Occident, etc. Je me rappelle, j'ai cours juste après avec mes élèves de première, et ils me demandent, c'est pas possible, quoi. En fait, eux, pour la première fois, découvraient cette menace. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, en gros, dites-nous que c'est un mauvais rêve qu'on fait, quoi. Et puis, en fait, j'ai même pas pu les rassurer, en fait. Il n'utilisera jamais, il ne mettra jamais ces menaces à exécution. Puis j'ai évidemment rajouté, je peux pas vous garantir qu'elles soient rationnelles. Effectivement, c'est un contexte quand même super lourd. Et on va croiser les doigts pour que ça n'empire pas, quoi. Y a-t-il une personne dans ta vie qui t'a aidé à grandir ou qui a changé ta façon de voir les choses? Alors, spontanément, comme ça, j'ai pas vraiment de nom qui arrive. Alors, j'ai bien sûr, il y a mon entourage proche, bien sûr, qui a compté pour moi, quoi. Pas trop mécontent de l'éducation que mes parents m'ont donnée. Enfin, voilà. J'étais plutôt bien entouré sur le plan familial. Voilà. Enfin, j'avais des potes à l'école, etc. Bon, même si globalement, par contre, je les vois plus du tout. Ouais. Ah non, les amis d'école et de lycée, je les ai quand même à peu près tous perdus de vue. Déjà, quand je suis allé à la fac, j'ai quand même pas mal renouvelé tout mon environnement amical. Et puis après, quand on commence à bosser, voilà, quoi. Et donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté? J'ai pas un nom, j'ai pas de mentor. Et mais bon, il y a plein de personnes qui ont compté, quoi. J'ai pas suivi un modèle, quoi. Même un modèle, une célébrité, n'importe quoi. Non, ça a jamais été. Le truc, c'est que j'avais tendance à être gamin, à être plutôt, on va dire, plutôt peinard dans ma chambre que à droite et à gauche. C'était déjà mon petit monde. Bon, voilà, quoi. Bon, c'était. Et puis quand je suis allé à la fac, alors du coup, mes parents habitaient à Mordel. Ça paraissait un peu évident. C'est quand même bien desservi en bus, donc j'allais pas prendre un appart, quoi. Bon. Donc, je suis resté chez mes parents. Je pense que j'ai fait les études qui coûtaient le moins cher à mes parents, quoi. Et à côté de ça, je voyais plein de potes de fac qui, eux, venaient de plus loin, qui avaient leur appart. Et je me disais, quand même, c'est cool, quoi, d'être un peu peinard chez ça. Moi, je devais rentrer chez mes parents. Et ce fait que très tôt, j'ai dit, j'ai vraiment envie d'avoir un espace à moi, quoi. Enfin, pas juste une chambre, pas juste les 12 mètres carrés de ma chambre, mais sauf que voilà, je voulais pas non plus imposer à mes parents pour qu'ils me payent un logement, donc je me dis c'est pas dur, il va falloir que je travaille le plus tôt possible, quoi. Enfin, avoir le plus rapidement mon indépendance financière, parce que après parler d'indépendance quand t'as pas d'indépendance financière, ça fait que du coup je me suis retrouvé prof jeune, hein, j'avais 23 ans, hein. J'avais pas une si grande différence que ça avec j'ai commencé à enseigner, j'avais 23 ans. Donc ça veut dire que, alors heureusement, la première année, j'avais que des secondes. Puis à l'époque, c'est pas comme maintenant, t'avais vachement plus de redoublement, ce qui fait que c'était pas rare d'avoir des terminales qui arrivaient avec 2-3 ans de retard, quoi. J'avais 25, j'avais des élèves qui avaient 20, 21. Et heureusement pour moi, je faisais nettement plus vieux que mon âge. C'est-à-dire qu'à 25 ans, on m'a donné largement plus de 30. Je pense qu'ils s'en sont jamais doutés qu'ils avaient un prof qui avait l'âge de leur grand frère ou de leur grande sœur, quoi. Et donc, pour en revenir, est-ce que c'est une force? Moi, je trouve que c'est une force. C'est-à-dire que quand on s'habitue à ne compter que sur soi, alors ça peut être parfois un peu dur à vivre, ça peut entraîner parfois un petit sentiment de solitude, mais en même temps, cette force, c'est une forme de débrouillardise, quand même. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un de plus jeune que toi ou à ton toi d'avant, ce serait quoi par exemple? Là, c'est le prof qui parle. Donc, je pense quand même que ce serait pas forcément une mauvaise chose de pas complètement négliger l'école. Voilà. Venant d'un adulte, c'est pas forcément le genre de parole qui serait écouté. Mais ce qui est important quand même, c'est de suivre sa voie.
Ah oui, bien sûr, c'est possible de réussir son diplôme. Ça a toujours été possible de réussir son diplôme. Il y a plein d'exemples. Après, on a quand même, quand on part avec un minimum de bonne formation professionnelle, ce qui passe d'abord par des diplômes scolaires puis universitaires éventuellement, c'est quand même un moyen plus simple de s'insérer professionnellement. Mais ce n'est en aucun cas une garantie. Des conseils à donner à un jeune, bon, enfin moi je vois si particulièrement ceux qui ont l'âge de mes élèves, mais il y a un poids du groupe qui est très lourd, qui va se traduire par, dans les cas les plus extrêmes du harcèlement, qui fait que globalement un élève dans une classe va d'abord s'identifier par rapport à son groupe, quoi. Voilà, enfin, l'adolescent se construit aussi parmi ce groupe, quoi. Après, quand on est adulte, on prend la distance avec ça, quoi. On s'en fout un peu, finalement. Mais le but de l'ado de 15 ans de base, c'est de se fondre dans la masse. Ce qui peut donner parfois des comportements un peu... c'est un peu dommage, quoi. Mais il s'agit pas non plus de confondre indépendance et solitude, voire il s'agit pas non plus de se transformer en ermite, quoi. Ou en ours prêt à faire aucune concession vis-à-vis du groupe, quoi. S'intégrer, c'est aussi voir tout ce qu'on a à gagner à vivre en société, sans pour autant, effectivement, nier ce qui fait son individualité. Voilà. Pour reprendre l'exemple des modes, on est bien d'accord que céder à une mode, ça nous rend peut-être un peu plus anonyme, un peu plus transparent, mais on est bien d'accord que ça n'est en aucun cas nécessaire pour s'intégrer dans une société. Voilà. D'après toi, quel est le secret pour être heureux? Qu'est-ce qui rend la vie belle? Je pense pas qu'il faille chercher le bonheur chez l'autre. Il y a intérêt à faire sacrément confiance à cette personne-là. C'est-à-dire que dans mon entourage, dans les potes depuis très longtemps, on va dire la fin de l'adolescence, quoi. Ça fait plus de 30 ans que je les connais. Un couple qui est ensemble depuis 30 ans, et là, ils se séparent. En plus, c'était vraiment un couple, on va dire, quand même très, très fusionnel. On ne voyait jamais l'un sans l'autre. Presque à un niveau de dépendance l'un de l'autre, quoi. Là, pour eux, mais c'est un monde qui s'écroule. Donc voilà, le secret pour être heureux, alors je n'ai certainement pas la prétention de l'avoir, mais pour l'être durablement, je pense qu'il faut éviter effectivement de tout miser sur un couple, une bande d'amis. Les amis, on parlait de ça tout à l'heure, finalement c'est quand même très provisoire, hein. Tous mes amis actuels, alors il y en a qui sont depuis très longtemps, depuis 30 ans. Ouais, j'ai gardé aucun pote de lycée, aucun. Enfin, les amis, ça change. Il y a ceux aussi qui vont, leur bonheur, ça va être leur boulot et donc, tout miser sur le boulot, tout miser sur une passion, s'écouter un peu, quoi. S'écouter un peu, mais pas non plus. S'écouter un peu, mais pas trop. Alors c'est un peu, mais pas se faire dicter sa conduite. Je pense que c'est vraiment, en même temps, c'est un luxe, hein, de pouvoir mener sa vie comme on l'entend. J'en suis bien conscient, mais pour tempérer un peu, c'est super important d'avoir son réseau, quoi. Enfin, ses réseaux, son réseau de potes. C'est quand même dur d'être heureux quand t'es seul, quoi. Enfin, la vraie solitude, la solitude subie, c'est hyper dur quand je vois des personnes âgées, ce genre de choses, quoi, se retrouvent seules. Enfin, je prends un exemple, moi j'ai plus que ma mère, et depuis, je vois bien que quand je l'ai pas appelée cette semaine, ou je suis pas passé la voir, je vois bien que c'est dur, quoi. Elle fera pas le reproche, mais quand elle me raconte sa semaine, elle a pas fait grand chose, quoi. Pour moi, c'est un dosage, justement, entre l'indépendance, c'est-à-dire, en gros, on ne se laisse rien imposer par les autres, quoi. Mais en même temps, il faut être intégré dans un réseau. Et c'est pas simple, pas simple. Alors, voilà, est-ce que c'est ça la clé du bonheur? C'en est une composante. Après, il y a un autre truc tout con, hein. Le bonheur, c'est quand même plus simple quand on est en bonne santé. C'est quand même plus simple quand on a les moyens de subvenir à ses besoins. Je veux dire, l'argent fait pas le bonheur, mais ça y contribue quand même un peu. Faut pas... voilà, ça fait déjà... c'est déjà pas mal, tout ça. Peux-tu nous raconter un souvenir ou un moment positif que tu n'oublieras jamais? C'est en fait quand j'ai découvert l'opéra, mais en allant à l'opéra. La première fois, j'étais en
première, j'avais été voir à Rennes, t'avais le vaisseau fantôme qui passait de Wagner. Et j'étais allé voir ça et je me suis pris mais une claque. Ouais. Mais c'est-à-dire que pendant 2 jours, je sais pas combien, j'étais pas là, quoi. J'étais plus là. J'avais des images, des sons qui se bousculaient, quoi. Et depuis, à chaque fois, ça reste un shoot énorme. Ça fait des espèces de montées sonores là, qu'on sent physiquement, tu sens les vibrations, quoi. L'année du CAPES, l'année du concours, mais et de très loin, la pire année de ma vie, quoi. En gros, faut se replacer un tout petit peu dans la perspective. Pendant 1 an, tu bosses un concours. Il y avait à l'époque un peu moins de 1000 places, on va dire, et on était 11 000 candidats inscrits. Donc c'est un concours, donc tu peux même pas te rassurer sur ton niveau. Il faut être dans ces 10%. Là. Voilà. Et ça a été une année absolument atroce, quoi. En cours la journée, t'as pas de limite dans le programme, dans le sens où faut en savoir le plus possible, quoi. Et on peut toujours aller plus loin dans la maîtrise de certaines notions comme ça. Et moi je me rappelle qu'à la fin, je pétais presque un câble. Hein. C'était, je dormais de moins en moins, plus d'appétit. Enfin, c'est des trucs ça, parce que fallait absolument, quand t'as commencé une année comme ça, tu te dis, putain, faut que je l'ai, quoi. Il m'arrivait même, ça m'est arrivé 2 fois. Je m'endors, et puis en fait, j'avais oublié un truc, je savais qu'on avait vu en cours. Je m'endors pas. Et je me lève pour prendre mes cours. Ah oui, c'est ça. Okay. Non, mais quand on en est à ce point-là, c'est grave, quoi. Bon, au final, je l'ai eu assez facilement. Et j'étais 46e. Il y avait 900 ennemis sur 46e national. Et quand on voit son nom dans la liste des ennemis, mais là, j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression de marcher avec des semelles de plomb et d'un coup de les enlever, quoi. Voilà, c'était, mais une libération, ouais, c'est ça, c'est-à-dire, j'ai plus cette merde à passer, là.